C'est la conférence du début du mois de août 1982 avec Bernard de Montréal. Le thème, c'est « La vie sur les planètes ». Bernard de Montréal, la vie sur les planètes. On pense presque immédiatement aux extraterrestres lorsqu'on parle d'autres planètes que la planète Terre. Et pour la Terre, on pense au végétal, animal, hominal. Est-ce effectivement la seule conception qu'on doit avoir de la vie sur les planètes? La conception de vie sur les planètes que nous avons sur le globe ici, c'est une conception qui est ou qui fait partie de l'interprétation psychologique en fonction de nos sens matériels. L'homme se sert de son appareil mental en fonction des perceptions sensorielles et il interprète cet appareil ou le matériel qui entre dedans selon son émotivité. L'homme n'est pas capable de séparer la réalité objective de l'intelligence, de son intelligence, de l'apparente réalité subjective qui est le produit de l'organisation psychologique du matériel émotionnel et mental. De sorte que la vue ou l'opinion ou l'impression qu'a l'homme des différentes vies planétaires ou des différents niveaux de vie planétaire est une vue qui est soit philosophique ou soit une projection scientifique à partir de la base terrestre où il est en évolution. Dans l'avenir, l'homme aura une facilité autre pour connaître les autres plans, les autres vies planétaires, parce que l'homme pourra se servir d'un véhicule qui est aujourd'hui en voie d'évolution. Et ce véhicule pourra se retirer de son enveloppe matérielle et l'homme pourra, avec très grande facilité, se déplacer dans ces champs de force qui sont l'expression de vie très différente de la nôtre, extrêmement particulière à leur région et totalement autonome selon les lois de l'intelligence de ces régions. Et l'homme pourra visiter ces mondes avec ce véhicule nouveau. Mais l'homme aujourd'hui, l'homme de la 5e sous-race, les races indo-européennes, le monde que nous connaissons, est en voie à vivre un déchirement, c'est-à-dire que si nous considérons l'évolution du globe comme un V, nous sommes à la pointe du V aujourd'hui. Nous sommes à la fin de l'évolution et les véhicules qui ont été nécessaires pour l'évolution, pour le développement de l'homme, le véhicule éthérique, émotionnel, mental, physique, ces véhicules ont atteint un niveau de perfection suffisamment près pour que l'homme puisse maintenant développer un autre véhicule. Et lorsque l'homme développera cet autre véhicule, il commencera une ascension, c'est-à-dire qu'il redeviendra libre de la matière et il pourra épouser des voies de connaissance, des voies d'expérience qui seront totalement libres de sa sensorialité, de sorte que l'homme atteindra un stage de maturité intelligente dans un espace de temps très, très rapide et l'homme pourra converser mentalement, intelligemment, sans émotivité subjective, sans attitudes subjectives qui font partie de la personnalité humaine terrestre, avec des intelligences qui viennent d'autres mondes et d'autres plans. Mais quand nous parlons des intelligences qui évoluent sur d'autres planètes, nous devons faire attention parce que notre concept humain de l'intelligence est un concept qui est déjà programmé dans notre esprit. C'est-à-dire que l'homme découvrira un jour que son intelligence, ce qu'il conçoit comme étant son intelligence, n'est en fait qu'une programmation
que le résultat d'une implantation extrêmement subtile dans son esprit à partir de certains plans de vie qui sont rattachés à la Terre et qui sont rattachés à la mémoire de l'homme et qui sont rattachés à la mémoire de l'humanité, ce que certains ésotéristes appellent le monde de l'astral. Mais l'homme ne peut rien apprendre du monde de l'astral parce que le monde de l'astral, ou ces plans d'où viennent les conceptions humaines de la vie et de la philosophie, sont des mondes qui déjà ont été l'expression emmagasinée en mémoire de l'expérience humaine. De sorte que l'homme n'a pas réellement une intelligence réelle, il a une intelligence qui est le produit d'une réflexion accumulative que moi j'appelle la mémoire. Et l'homme ne peut pas connaître les domaines de l'invisible, les domaines des planètes en évolution en se servant de cette sorte d'intelligence. Et il se produit un phénomène assez intéressant aujourd'hui, un phénomène qui est même... le phénomène il est intéressant si on le regarde d'un point de vue universel, mais un phénomène qui aussi est troublant pour certaines personnes, moi en particulier peut-être, c'est que les hommes ne sont pas suffisamment avertis et conscientisés à la réalité de la forme d'intelligence qu'ils commencent à prendre conscience, ou dont ils commencent à prendre conscience, une fois que leurs sens ont été éveillés à une sorte de communication télépathique. Et c'est bon et c'est mauvais en même temps, c'est bon et c'est dangereux à la fois, parce que l'homme est dans une situation aujourd'hui où il arrive à la fin de l'involution, son corps mental est préparé, son corps émotionnel est suffisamment développé, et tout à coup, à la fin de cette involution, il se produit sur la Terre, à son insu, une sorte de métamorphose psychique extrêmement rapide, ce qu'on peut appeler un début de mutation. Et ce début de mutation a tendance à créer dans l'esprit de l'homme une forme de communication télépathique, mais une forme de communication télépathique qui n'est pas régie par l'individu, mais qui soumet l'esprit de l'individu. De sorte que l'homme, et je parle des hommes les plus sensibles dans différentes nations, qui commencent à sentir et à recevoir ces impressions dans leur cerveau, ne sont plus protégés comme ils étaient auparavant par le rationalisme. Auparavant, les hommes étaient protégés par le rationalisme, par la logique, par la forme mentale inférieure, mais plus ou moins ordonnée selon le code de l'évolution de la civilisation. Chaque culture possédant son propre code évolutif et chaque culture protégeant plus ou moins les individus d'une faille dans cette communication à travers des plans de vie dont l'homme ne connaissait pas. Et aujourd'hui, il se produit dans le monde comme une sorte d'ouverture extrêmement profonde et extrêmement rapide dans l'esprit humain. Et nous observons qu'il y a de plus en plus de gens qui parlent de psychisme, qui parlent de sensibilité extrasensorielle, qui parlent de communication avec des extraterrestres ou qui parlent de communication avec les mondes de la mort. Autrement dit, qui expriment une variété extraordinaire d'expériences et qui ne réalisent pas et qui ne comprennent pas parfaitement ce qui se passe dans leur tête. De sorte que vient un moment, après quelques temps de sensibilisation, où certains de ces individus perdent la carte, perdent le nord et éventuellement ne peuvent plus vivre une vie intelligente humaine supérieure, mais vivent une vie intelligente qui n'est pas humaine, qui n'est pas le produit de la grande conscientisation de l'homme, du grand changement de son corps mental, qui n'est pas le produit d'une alliance avec ce qui est le plus élevé, cosmiquement parlant, en termes de vibration,
et automatiquement, il se crée une scission de personnalité, une séparation de personnalité, il se crée une fracture dans l'homme, et éventuellement, s'il n'y a pas correction, il peut se créer, se développer de très grands malheurs. Et lorsque les gens commencent à s'intéresser, ou que l'homme, ou que ces gens sensibles commencent à s'interroger sur le phénomène extraterrestre, sur les phénomènes inouïs de l'univers, à ce moment-là, il se produit une sorte de communication, de télépathie, de sensibilité, de pressentiment. Et si les hommes ne font pas attention, et si les hommes ne sont pas petit à petit, graduellement au cours des années, amenés à développer une sorte de balance, d'harmonie entre leur mental humain et le supramental, qui est l'énergie universelle de l'intelligence, en harmonie avec ce mental humain, à ce moment-là, il se produira une sorte de scission, il se produira une interférence extraordinaire, et cette interférence fera en sorte que le mental humain, au lieu d'être harmonisé à l'énergie de l'intelligence universelle qui est cachée derrière tous les plans de l'évolution, ces hommes seront affectés par des intelligences qui sont soit sur d'autres plans, qui sont décédées ou qui manipulent la matière mentale de l'homme. Et ça, c'est le plus grand danger de l'humanité aujourd'hui. Le danger d'être manipulé, et la plus grande manipulation, c'est celle que l'on ne voit pas. Et l'homme, s'il s'intéresse à la vie sur d'autres planètes, ce qui est une tâche extrêmement noble, doit le faire avec une science de l'intelligence qui est parfaite, c'est-à-dire que l'homme ne peut pas et ne doit pas être truqué. Et pour que l'homme ne soit pas truqué dans les communications télépathiques, il ne doit pas perdre quelque chose de vue. Et ce qu'il ne doit pas perdre de vue, c'est ceci, c'est que tous les hommes ont en eux de l'intelligence universelle. Mais tous les hommes ne sont pas suffisamment forts dans leur mental pour se servir, pour se nourrir de cette intelligence universelle, parce qu'ils ont plutôt tendance à se nourrir d'une intelligence inférieure qui flatte leur ego. L'intelligence universelle étant un aspect des forces de vie, elle est parfaite. Si elle est harmonisée à l'ego de l'homme demeure intelligent et devient de plus en plus intelligent. Mais si l'ego de l'homme, ou l'homme, à cause de ses conceptions, à cause de son émotivité, à cause de son intellect, se met de biais avec cette intelligence universelle qui est en lui depuis la naissance, à ce moment-là, il perd contact avec lui-même, il prend contact avec d'autres intelligences sur d'autres plans qui ne sont pas nécessairement extraterrestres, mais qui se feront volontiers passer pour extraterrestres parce qu'elles savent que ça fait plaisir à l'homme. Et ça, c'est le grand danger de l'humanité, et le quelque peu de temps que je serai en public, ou les quelques années que j'ai travaillé en public, dans le fond, mon activité a été directement dirigée dans cette direction, pour rendre ce problème très clair, pour le faire comprendre dans sa mécanicité, et pour ouvrir l'œil des gens qui sont sensibles, mais aussi qui sont ceux qui sont le plus près d'être troublés ou mis en confusion par ces intelligences. Si nous considérons que l'humanité a passé des milliers d'années sur le globe pour développer le corps physique, le corps émotionnel, le corps éthérique, le corps mental, des milliers d'années, et qu'aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, nous entrons dans une nouvelle phase, qui est le développement de l'intelligence supramentale. Il est évident à n'importe quelle personne qui se servirait moindrement de son intelligence que si l'homme a nécessité passer des expériences pendant des siècles et des millénaires pour en arriver, après ces grandes périodes de temps,
à commencer à être un peu plus civilisé sur le plan mental inférieur, à avoir un corps mental qui est suffisamment développé pour nous donner la science que nous avons aujourd'hui, à avoir un corps émotionnel suffisamment développé pour nous donner les arts que nous avons aujourd'hui, à avoir un corps vital suffisamment développé pour nous donner un corps humain physique de très, très, très belle ligne, tel que celui que nous avons sur la Terre aujourd'hui. Il est évident que pour que l'homme développe le corps mental supérieur, ça lui prendra aussi des siècles. Et les hommes devront apprendre au cours de l'évolution qui vient qu'ils ne peuvent pas se permettre, mais ça c'est dans leur expérience. On peut dire quelque chose à l'homme, comme souvent nous disons en anglais, you can bring a horse to water, but you can't make him drink. Hein? Tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Et l'homme, c'est la même chose. Nous pouvons dire à l'homme, selon notre expérience, que l'homme est aujourd'hui pris entre le monde astral et le monde mental. Il est prisonnier. Et il y a des forces aujourd'hui qui veulent maintenir, contrôle, dominer son intelligence. Et il y a des forces aujourd'hui qui commencent à pénétrer en lui, des forces très grandes qui sont les forces de l'intelligence, de la lumière, mais ces forces ne peuvent pas pénétrer en lui et coordonner toutes ses activités humaines. Parce qu'il y a d'autres forces en lui qui troublent cette descente. Et ça, c'est l'initiation de l'humanité, c'est l'évolution de l'humanité, et ça prendra des siècles pour que les hommes en arrivent sur le plan humanitaire, sur le plan de l'humanité, je ne parle pas sur le plan individuel. Mais sur le plan de l'humanité, ça prendra des siècles pour que l'humanité en arrive un jour à être consciente. Bien que ça prenne des années, quelques années, pour que l'homme, l'individu, lui, en tant qu'individu, en arrive à comprendre les lois de cette intelligence et ensuite commencer à s'intéresser, communiquer avec des intelligences qui viennent d'autres mondes. Que diriez-vous à quelqu'un qui vous amènerait le point, l'être humain subira un choc par la fusion avec le contact avec le supramental? Il n'y a pas donc d'évolution qui prendra des milliers d'années, mais d'un jour à l'autre, il est engagé dans un nouveau processus et c'est instantané. Le choc, l'éclair, l'illumination, c'est instantané. Oui. Je disais il y a quelques instants, j'ai fait une différence avant que vous me demandiez cette question. J'ai dit que l'humanité évoluera. L'humanité, je parle de l'humanité, je parle de tous les peuples, les Russes, les Chinois, les Américains, les Français. L'humanité deviendra consciente supramentalement avec les siècles. Il y a beaucoup de monde sur la Terre. Mais individuellement, les hommes évolueront vers la conscience supplémentaire dans une période suffisamment courte, selon le pouvoir de leur propre esprit, selon la constitution de leur propre corps. Et il y a des hommes qui vivront la fusion dans une période instantanée, mais ils seront obligés de vivre un ajustement des corps pendant un certain nombre d'années. Vivre la fusion, c'est vivre le contact entre cette énergie et l'homme, sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. Mais éventuellement, il faut que ces corps s'ajustent. Et lorsque ces corps sont ajustés, à ce moment-là, l'homme bénéficie de cette énergie, travaille avec cette énergie, il l'utilise, elle est créative, elle est manipulée par lui sur le plan de l'évolution et elle sert à l'individu comme elle peut servir à l'humanité. C'est ce que vous avez vécu, vous, personnellement? Oui. C'est ce que j'ai vécu en 69. Cette fusion, elle a été instantanée. Autrement dit, j'ai vécu la dépersonnalisation complète. Autrement dit, j'ai vécu l'incapacité de me reconnaître en tant que mémoire humaine, vécue au niveau de mon expérience. Mais ça a pris des années et des années et des années avant que j'en arrive à pouvoir contrôler cette énergie. La contrôler à un tel point que je puisse passer dans le monde inaperçu si je le veux. Parce que cette énergie, lorsqu'elle entre dans l'homme, dans le mental, dans l'émotionnel, le vital et le physique, si elle fusionne avec l'homme, c'est elle qui prend contrôle de l'homme. C'est l'unité. Alors,
mais l'homme doit être ajusté à cette force et ça prend un certain nombre d'années avant qu'il s'ajuste à cette force. Et lorsqu'il est ajusté, il est exactement comme il était avant la fusion, mais il devient de plus en plus un homme ordinaire. Mais ça n'a quand même pas pris des milliers d'années pour Bernard à devenir fusionné et adapté à sa fusion. Non, non, mais ça a pris des années. Ça a pris des années pour que j'en arrive à pouvoir contrôler cette énergie sur le plan mental, sur le plan émotionnel, pour que cette énergie ne me charrie pas, pour que moi je la contrôle et que je m'en serve. Pouvez-vous dire que vous êtes déjà un représentant de la sixième race? Si je suis quoi? Un représentant de ce qu'on appelle les êtres de la sixième race, étant fusionné avec le supramental, l'avoir contrôlé et maintenant savoir où. Je fais quelque chose, j'ai une activité en ce qui concerne l'évolution de la sixième race. Mais est-ce que je fais partie de la sixième race ou de la septième race? Ça, c'est une question qui, pour moi, n'a pas grande importance parce que je ne peux pas me situer historiquement vis-à-vis de l'homme. Je peux comprendre ce que je fais avec l'homme, mais je ne peux pas me situer vis-à-vis de l'homme historiquement parce que je n'ai pas de système de réflexion. Je ne peux plus réfléchir à mon état. Je suis dans cet état et je travaille. Je sais que l'homme va vers l'évolution. Je sais que l'homme va vers la fusion. Quand nous parlons de la sixième race, que nous parlons de la septième race, nous employons des termes pour un peu segmenter l'humanité, pour que nous ayons un peu une idée psychologique et chronologique de l'évolution. Ça facilite la compréhension philosophique de l'homme. Mais sur le plan de la vie, sur le plan de l'évolution, ces choses n'existent pas. Il y a des états. Il y a une mutation présentement qui se fait. Moi, je suis certainement un exemple de cette mutation, de cette transformation qui change l'homme complètement et qui le réajuste vibratoirement à une autre intelligence, à une autre vibration. Il y a des gens ici dans la salle qui me connaissent lorsque j'étais jeune. Vous-même, vous m'avez connu il y a plusieurs années lorsque j'étais en grand changement vibratoire, lorsque mes corps souffraient de cette énergie. Je n'avais pas dans ce temps-là la composante que j'ai aujourd'hui. Je n'étais pas comme ça. Je n'aurais pas pu, il y a quelques années, parler en public comme je vous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, les mots passent dans mon cerveau et c'est comme chaque mot a une vibration et chaque vibration permet que se lance dans l'éther mental de l'homme une quantité d'énergie qui l'amène éventuellement, petit à petit, à réaliser sa propre intelligence, ainsi de suite, parce que le mot, c'est de l'énergie. Mais j'ai souffert énormément pendant des années. Ça fait seulement quelques années que je commence à vivre et à vouloir être un homme bien ordinaire. Ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu, d'autres aussi le vivent présentement sur la Terre? Oui. Ce que je vis, que j'ai vécu, d'autres le vivent sur la Terre. Et ces gens-là font partie de la sixième race. Je réponds à votre question. Je peux y répondre de cette façon. C'est clair. D'autres qui diraient que ce sont les extraterrestres qui ont agi sur votre mental, vous ont transformé, vous ont permis d'être comme vous êtes maintenant en rapport direct avec l'ordinateur central de l'énergie intelligente cosmique. Ce sont des mots, ça. Le concept de l'extraterrestre, pour moi, ce n'est pas comme, je crois, pour l'homme en général. Je suis conscient du phénomène extraterrestre, j'ai eu des rencontres avec ces intelligences, mais ce ne sont pas ces intelligences qui dominent mon cerveau. Je m'entretiens sur ce point pour faire comprendre ceci. C'est que l'homme comprendra un jour que le phénomène ou le mot extraterrestre, autrement dit, ce personnage qui vient de quelque part dans la galaxie, est un personnage comme l'homme. Il a un corps physique, ainsi de suite. La seule différence, c'est qu'il est extrêmement mental. Il n'a pas d'émotion, il n'a pas de subjectivité. Autrement dit, il n'est pas... Vous savez qu'est-ce que c'est la meilleure définition d'un extraterrestre? Je vais vous la dire. Un extraterrestre, c'est un homme qui n'est pas influencé à aucun niveau par le monde de la mort. C'est la meilleure définition que je peux vous donner.
Tous les hommes sur la Terre aujourd'hui sont influencés par le monde de la mort, que les ésotéristes appellent le monde astral. Un extraterrestre, c'est un être qui n'est pas influencé par le monde de la mort. Ces êtres-là ne sont pas influencés par le monde de la mort. Alors, automatiquement, l'énergie mentale qu'ils ont est totalement utilisée. Étant totalement utilisés, ils ont un pouvoir sur l'homme et sur la matière que l'homme aura au cours de l'évolution de la sixième race. Alors pour moi, il n'y a pas de différence entre les extraterrestres et l'homme de demain. Il y en a une aujourd'hui parce que l'homme n'est pas encore en évolution, la mutation commence. Mais demain, dans 500 ans, 200 ans, 300 ans, 50 ans, 700 ans, l'homme sera extraterrestre. Autrement dit, l'homme aura le plein pouvoir de son mental. Pas tous les hommes, mais un grand nombre d'hommes. Et après ça, il y aura une autre mutation où l'homme sera réellement cosmique parce que l'homme pensera quelque chose et ce qu'il pensera sera matérialisé. Mais ça, c'est l'autre mutation. Qu'on pourrait associer à ce moment-là aux êtres de lumière. L'homme sera à ce moment-là un être de lumière. L'homme sera parce que l'homme est un porteur de lumière, l'homme est un porteur d'intelligence. Il y a de la lumière dans l'atome, il y a de la lumière dans la plante, il y a de la lumière dans l'animal, mais elle est très sombre. Il y a de la lumière dans l'homme, dans l'être inconscient de la cinquième race, mais encore elle est très sombre. Mais dans l'homme, dans l'être de la sixième race, elle éclaire. Elle sort, elle devient vivante, réelle, créative, elle fusionne avec l'homme et elle rend l'homme de plus en plus conscient de son pouvoir énergétique. Alors, il n'y a pas de différence entre l'homme et ses êtres. Étant donné qu'on sait ce qu'on sait maintenant de Bernard, étant donné ce qu'on a su du rôle des extraterrestres et de leur façon mentale de fonctionner, est-ce qu'on peut dire que Bernard fonctionne comme un extraterrestre? Moi, je suis un être humain. Vous avez des émotions, vous avez une mémoire, vous avez tout ça? J'ai un corps astral. Écoutez, j'ai un corps astral, j'ai un corps mental, j'ai un corps physique, j'ai un corps éthérique, seulement que je ne suis pas prisonnier de mes émotions. Mes émotions ne peuvent pas prendre contrôle. Autrement dit, le corps astral de l'homme, c'est un très beau corps. Mais ce corps-là, l'homme ne s'en sert pas. L'homme est prisonnier de ses émotions, et comme il est prisonnier de ses émotions affectent son mental. C'est pour ça que l'homme n'a pas de discernement. C'est pour ça que l'homme est très, très facilement truqué par des intelligences qui sont invisibles encore à ses yeux. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas capable aujourd'hui de comprendre sa vie, sa destinée, et de voir des années à l'avance où il va. Qu'est-ce qui vous assure que vous n'avez pas été manipulé par des extraterrestres pour être ce que vous êtes maintenant? C'est une question intéressante. Vous aimez les extraterrestres, vous, hein? Je vous comprends. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être fusionné. Être fusionné, ça veut dire être un avec soi-même. Être fusionné, ça veut dire ne vivre intérieurement, mentalement, aucune division avec soi-même. Et ceci veut dire une autre chose. Ceci veut dire qu'un homme qui est dans la fusion est automatiquement dans le pouvoir de son intelligence. Et étant dans le pouvoir de son intelligence, il a la faculté télépathique, mentale, de parler, de communiquer avec n'importe qui. Et de cette faculté, il s'aperçoit qu'il ne peut pas être influencé par n'importe qui. La façon la plus facile ou la meilleure, probablement pour répondre à votre question, c'est qu'un homme qui est dans son intelligence, qui est fusionné, n'est pas influençable. Il peut traiter avec les hommes, il peut traiter sur le plan éthérique avec d'autres intelligences, il peut traiter sur le plan astral, dans le monde de la mort, avec d'autres intelligences, mais il n'est jamais influençable pour deux raisons. Parce que, d'abord, il ne peut pas penser, et deuxièmement, parce qu'il n'a pas d'émotion dans sa pensée.
et qui lui permet de vivre son intelligence d'une façon intégrale. L'intelligence universelle, l'intelligence supramentale, c'est une intelligence intégrale qui est indivisible. Elle se rapporte, elle se rapproche, elle s'éloigne, elle communique avec, mais elle est toujours stable. Un homme conscient ne peut pas être influencé. D'ailleurs, c'est le statut de l'homme universel de ne pas être influencé. Un homme universel qui rencontre un homme universel travaille ensemble, universellement, en harmonie parfaite. Alors, si un homme conscient sur le globe rencontre sur un plan ou sur un autre des intelligences qui sont aussi universelles, mais qui ont une évolution différente ou parallèle sur une autre planète, ils ont une relation ensemble de travail. Et à ce moment-là, à cause des conditions historiques, à cause des conditions psychologiques que nous connaissons aujourd'hui, ce travail devient automatiquement fermé, occulte, sans fanfare. Mais c'est un travail qui est poursuivi, mais il n'y a pas d'influence. Y a-t-il une raison pour laquelle l'être humain ne peut pas présentement s'échapper de la planète Terre comme prisonnier d'un ovule en gestation, alors qu'il y a déjà des êtres qui peuvent s'échapper de leur planète? Parce que l'être humain n'a pas encore pris conscience de son corps éthérique, de son double, et parce que l'homme n'a pas le pouvoir sur sa conscience atomique. Pour que l'homme puisse s'échapper du système solaire que nous connaissons, il doit avoir une pleine conscience de sa conscience atomique, parce que lorsqu'un homme voyage dans le cosmos et qu'il va sur une autre planète, en se servant du véhicule éthérique, il n'a plus de cordon, il n'a plus de lien. Le transport universel et le transport planétaire sont deux transports totalement différents. Un homme qui sort en astral, il est toujours rattaché à un cordon ombilical qui le ramène dans son corps physique, ainsi de suite. Et il peut aller jusqu'à un certain point dans le coin, mais il ne peut pas aller trop loin. S'il va trop loin, ce cordon devient trop mince et éventuellement l'homme peut mourir. Tandis qu'un homme qui a conscience de son corps éthérique, qui peut se servir de ce véhicule qui est extrêmement raffiné, peut à volonté sortir et aller où il veut dans le cosmos parce que c'est un corps universel. Le corps astral, ce n'est pas un corps universel, c'est un corps planétaire. Tandis que le corps éthérique, c'est un corps universel parce qu'il est dirigé par l'intelligence. Quand un homme est dans son corps astral ou utilise son corps astral ou fait ce que vous appelez, vous, des transports dans l'astral, c'est toujours son ego qui est. Il va toujours avec son ego. Et si vous allez avec votre ego trop loin, mais éventuellement, vous pouvez avoir une mauvaise surprise. Tandis que l'homme qui se sert de son corps éthérique comme véhicule, qui est un corps qui est le panache matériel du corps mental supérieur, à ce moment-là, l'homme n'a pas besoin de se servir de son ego pour aller où il va. Il est dans son intelligence quand il va là où il va, et sa protection, c'est son intelligence. Est-ce que les végétaux, les plantes, ont aussi des corps différents de celui dont on voit par les yeux? Oui, la plante a un corps vital, elle a un corps éthérique, mais il est très imparfait. Elle a un petit corps astral très imparfait. Si vous mettez de la musique à une plante, elle va réagir à la musique. Il y a un corps astral. Et l'animal, lui, il a un corps mental un petit peu développé. Il y a des animaux qui ont un corps mental un petit peu plus développé, les singes. Et l'homme a un corps mental beaucoup plus développé. Et l'homme de demain de la 6e race a un autre corps mental encore plus développé. C'est ça la différence. Et l'homme de la 7e race aura un corps mental encore plus développé. Et c'est comme ça que ça va. Alors, quand on monte dans l'évolution, c'est le mental qui se développe. Quand et qu'est-ce qu'on quitte? Quand on monte dans l'évolution, c'est le dernier des corps qui se développe et qui se perfectionne, et ceux qui ont servi auparavant commencent lentement à s'atrophier, parce qu'ils ne sont plus nécessaires. Donc, comme le corps physique? Le corps physique, oui. Le corps astral change. On n'est pas intéressé aux mêmes choses, on n'est pas... Ce qui nous faisait plaisir avant, aujourd'hui, ça ne fait plus rien. On n'est plus. Le corps de désir est totalement transmuté. Alors, c'est comme on part de la 4e marche pour monter à la 5e marche. Alors, si on veut être sur la 5e marche, il faut laisser la 4e. C'est normal. Alors, il y a un changement. Et plus on se sert du corps mental, mais plus les autres corps s'atrophient, parce qu'ils n'ont plus la même fonction. Un homme qui
Un homme qui s'étend chez lui, qui se met en lévitation et qui sort de son corps matériel, qui s'en va dans les terres et qui visite les terres, qui visite les planètes ou qui rencontre les êtres sur la planète Terre aujourd'hui qui travaillent, peut très bien, s'il le veut, si ça fait partie de son plan de vie, si ça fait partie de sa destinée, si ça fait partie de son temps, s'il le veut, il peut très bien garder ce corps dans un état d'animation suspendu pendant des siècles. Y revenir de temps à autre pour revoir des amis, mais ensuite il remet. Est-ce que sur la Terre, il y a d'autres types de manifestations de la vie autres que le plan végétal, animal, hominal? Y a-t-il d'autres manifestations de la vie sur la Terre? Sur la Terre, il y a des formes de vie qui sont invisibles à l'homme. Tous les royaumes de la Terre, le royaume minéral, végétal, animal, humain, sont contrôlés par d'autres plans invisibles. Le monde de la plante, par exemple, est contrôlé par des intelligences inférieures, mais très, très, très plaisantes. Il y a des intelligences plaisantes qui s'occupent du monde des plantes. Il y a des intelligences plaisantes qui s'occupent du petit monde animal, comme il y a des intelligences plaisantes qui s'occupent du monde animal plus évolué. Il y a des intelligences moins plaisantes qui s'occupent de l'évolution de l'homme. Il se produit un phénomène absolument ahurissant. C'est que plus nous montons sur l'échelle de l'évolution, si nous partons du minéral, nous allons au végétal, nous allons à l'animal, les entités, les intelligences qui s'occupent de ces mondes sont plaisantes. Ce sont de bonnes intelligences. Mais aussitôt que nous tombons dans le royaume humain, nous nous apercevons qu'il y a des intelligences très négatives qui s'occupent de l'homme, comme il y a des intelligences très positives. Et c'est ça la différence entre l'homme et le royaume inférieur. Dans le monde du minéral, de la plante et de l'animal, il n'y a pas de mal. Aussitôt que nous tombons dans le monde de l'homme, il y a du mal ou du bien. Pourquoi? Parce que, avec une petite minute, là, je veux simplement finir ceci, c'est parce que aussitôt que l'homme vit sur la Terre, son expérience est enregistrée sur d'autres plans. Et quand il meurt et qu'il retourne sur les plans de la mort, il est en service, il fait quelque chose. Et qu'est-ce que c'est l'activité des morts quand ils sont morts? C'est de se mettre en contact le plus possible avec les vibrations de l'homme, soit pour le faire évoluer, ou soit pour le retarder. Jusqu'au jour où l'homme, à cause de la fusion, à cause du contact entre lui et l'intelligence universelle, ne sera plus contrôlé pour le bien ou pour le mal à partir de ses plans, mais sera lui-même intégré à cette énergie, fera partie intégrale de cette énergie. Il sera cette énergie fera un avec lui. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'intelligence négative qui se manifeste sur les plans inférieurs, je me demande si la salade végétale qui se fait dévorer par une chenille animale, elle se sent bien. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que le bien et le mal n'existent pas sur les royaumes qui n'ont pas d'ego. Pour que le bien et le mal existent, il faut que le royaume possède un ego, parce que le bien et le mal, pour qu'ils soient conscientisés, il faut qu'il y ait réflexion, et réflexion vient de l'ego, et action négative ou positive vient de l'ego. Il faut qu'il y ait de l'ego pour que le bien et le mal existent. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il peut y avoir une détérioration de l'équilibre écologique. Il peut y avoir une transformation rapide, il peut y avoir une destruction de la race animale, de la race plantaire, mais ceci fait partie des lois purement mécaniques, planétaires, qui n'ont rien à faire avec le mal et le bien. Ce sont des lois qui sont tellement perfectionnées qu'au cours des âges, il se recrée un nouvel équilibre. Par exemple, la destruction des dinosaures, c'est un exemple. Pourquoi y a-t-il eu des dinosaures sur la Terre? Parce qu'à un certain moment, la gravité de la Lune était tellement forte qu'elle tirait le corps éthérique. Et en tirant le corps éthérique, le corps physique devenait plus grand. Lorsqu'il y a eu des changements au cours des millénaires et que cette attraction lunaire sur la Terre
a cessé parce que la Lune s'est éloignée du globe. À ce moment-là, il y a eu une perte graduelle de force vitale et éventuellement, ces animaux sont disparus. Et ceci faisait partie du grand plan cosmique de l'évolution parce que vous ne pouvez pas vous imaginer des dinosaures et coexister avec Fifth Avenue à New York. Alors, ça peut pas. Alors, ça fait partie des lois. Mais le mal et le bien n'existent que lorsqu'il y a conscience. Et un point que je veux faire, puisque je parle de ceci, c'est que lorsque l'homme sera conscientisé qu'il sera en fusion, il réalisera que le mal et le bien n'existent plus, qu'il n'y a que de la créativité. Autrement dit, le mal et le bien existent sur la Terre parce que ça fait encore partie de l'ajustement du corps émotionnel et du corps mental de l'homme, ce qui crée la dualité. Et lorsque l'homme sera fusionné, il n'y aura plus de dualité en lui. Il pourra reconnaître ce qui est mal. Il pourra reconnaître ce qui est bien. Mais lui ne sera pas prisonnier de la dualité du mal ou du bien. Il sera simplement créatif. Et si il y a mal devant lui, il pourra le neutraliser. Et s'il y a bien devant lui, il pourra le faire croître davantage. Quand on voit le cancer qui ronge un individu, dans le fond, est-ce que c'est pas le mal qui se manifeste sur le plan biologique, sur le plan de la vie? Vous revenez encore au mal. Si vous regardez le mal sur le plan humain, si vous regardez le cancer sur le plan humain, si vous regardez le cancer sur le plan animal, ce n'est pas la même chose. Par exemple, les poissons souffrent beaucoup de cancer. Ce ne sont pas seulement les hommes qui souffrent du cancer, mais on s'occupe plus des hommes que des poissons. Alors, on va faire plutôt de la recherche sur l'homme que sur le poisson. Alors, il y a dans le royaume des espèces qui souffrent, qui sont cancéreuses. Mais l'homme, lui, quand il souffre de cancer, c'est pour une raison qui est additionnelle à sa maladie. Là où l'homme souffre de cancer, c'est parce qu'il y a karma. Il y a un équilibre, il y a une souffrance qui doit être vécue à cause d'un passé qui a créé une mémoire qui doit être égalisée, qui doit être rebalancée. Le cancer, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Le cancer chez l'homme et le cancer, d'ailleurs, chez le poisson, ce n'est pas la même chose. Ce qui crée le cancer chez l'homme, c'est son émotionnel. Le cancer commence à partir de l'état émotif qui est de plus en plus déstabilisé et qui éventuellement déstabilise le corps vital, qui éventuellement ronge le corps physique. Tandis que le cancer chez le poisson, ce n'est pas la même chose. Le cancer chez le poisson, il est causé à cause du fait que le poisson, il est constamment et trop en mouvement dans le fluide aquatique. Les poissons sont constamment en mouvement et en mouvement et en mouvement et automatiquement, ils utilisent tellement leurs organes qu'éventuellement, ces organes-là ne peuvent plus fonctionner et ils deviennent cancéreux. Et sur le plan humain, c'est la même chose. L'homme utilise tellement et tellement son émotivité à faux escient qu'il devient cancéreux. Le cancer, c'est le produit de la suractivité électromagnétique des cellules. Et le cancer, éventuellement, sera réglé, sera guéri, ainsi de suite, parce que la science pourra travailler au niveau du corps éthérique. Mais c'est une suractivité. Et éventuellement, les cellules, ce sont des batteries, et éventuellement, ces batteries ne peuvent plus fournir. Alors, il y a détérioration. Lorsqu'on parle de la vie sur les planètes, on imagine même que la Terre elle-même a une vie propre. Il y a des ésotéristes qui vont dire le jour où l'homme va commencer à vouloir se tirer des bombes atomiques par la tête, il y a de grandes chances que la Terre elle-même se révolte. Autrement dit, ce que d'autres appellent la mère nature se révolte. Il y a plusieurs façons de parler d'un problème. Moi, j'ai plutôt tendance à regarder le phénomène de la Terre d'un point de vue scientifique plutôt que de le regarder d'un point de vue spirituel. Je concède le point de vue spirituel, mais derrière le point de vue spirituel, derrière la forme spirituelle, il y a toujours un point de vue scientifique parce que tout dans le cosmos est organisé avec intelligence et la science, c'est la compréhension ordonnée de l'intelligence. Alors, si nous parlons de la Terre, si on parle du globe, d'un point de vue ésotérique, et qu'on ne regarde pas suffisamment d'un point de vue totalement froid, le point de vue de l'intelligence, à ce moment-là, on peut tomber dans une sorte d'infantilisme psychologique.
Par exemple, je vais vous donner un exemple. Regardons, si nous regardons le phénomène du volcan, qu'est-ce que c'est un volcan? D'un point de vue cosmique, pas simplement d'un point de vue de géomorphie terrestre ou de géologie terrestre. Pour un géologiste, un volcan, c'est une condition intérieure de la Terre qui a besoin d'une soupape, et ainsi de suite. Bon. Mais si nous regardons un volcan d'un point de vue cosmique, nous nous apercevons que le volcan, c'est une cave. C'est une cave à l'intérieur de laquelle vivent et évoluent des forces intelligentes. Et ces forces intelligentes sont très responsables sur le globe et ils ont une activité très importante, c'est qu'elles contrôlent la tension barométrique des fluides éthériques et telluriques de la planète. Et si ces intelligences ne seraient pas à l'intérieur de ces feux, autrement dit, si ces intelligences ne seraient pas dans la conscience atomique du feu volcanique, la Terre ne pourrait pas subir le magnétisme intense qu'elle reçoit des autres planètes et il y aurait une sorte de perte de force vitale tellement grande qu'éventuellement la Terre deviendrait un désert, la Terre deviendrait une surface totalement volcanique. Et c'est ce qui se produit si vous me demandez pourquoi sur la Lune il n'y a pas de vie, pourquoi sur la planète Vénus, il n'y a pas de vie végétale sur les autres planètes. Pourquoi il n'y a pas de vie végétale? Pourquoi les spatiales nous indiquent une sorte de géomorphie morte, une sorte de vie désertique? Mais c'est parce que ces intelligences ne sont pas là. Ce sont les intelligences invisibles qui travaillent sur ces plans, qui ont donné à la Terre sa beauté, qui ont nourri la Terre de différentes forces, soit des forces volcaniques ou toutes les autres forces que nous connaissons. Et lorsque l'homme sera dans les terres, lorsque l'homme pourra sortir facilement de son corps éthérique, il pourra rencontrer ces intelligences et parler avec elles, un langage qui n'est pas un langage français, mais un langage tout de même, qui leur permettra de comprendre les lois de la terre. Et c'est à partir de ce moment-là que nous dirons que l'homme peut et deviendra maître de la nature. Les très anciens sorciers des tribus primitives disaient communiquer avec les esprits de la nature, les dévas, les gnomes, les farfadets, qui s'occupent justement de la nature. Bon, c'est très juste. Mais il y a un problème. Il y a toujours un problème pour l'homme. Plus je regarde l'homme, plus il y a des problèmes. Le problème, c'est que l'homme, un jour, doit en arriver à les contrôler, ses forces. Si l'homme, à cause de sa sorcellerie bénéfique, ou à cause de sa magie bénéfique, ou à cause de son ésotérisme magique, ainsi de suite, commence à travailler avec ses forces, commence à communiquer avec ses forces, commence à manipuler ses forces sont très fortes. Et si l'homme n'est pas conscientisé, si l'homme n'est pas très fort dans le mental, s'il n'est pas pur, dans ce sens que si son ego n'est pas toujours là, à la pointe de l'orgueil pour pouvoir avoir des pouvoirs, parce que le grand danger de l'homme, c'est qu'il veut des pouvoirs. Les hommes aiment le pouvoir. Autant ils aiment le pouvoir politique, autant ils aiment le pouvoir occulte. Les hommes aiment le pouvoir. Et ça, c'est dangereux, parce que l'homme n'est pas en position aujourd'hui pour contrôler ses énergies. Et s'il manipule et où il travaille, c'est pour ça que je crains toujours les gens qui font de l'alchimie, parce qu'ils commencent à débloquer des forces, et la première chose que tu sais, c'est que ces forces prennent contrôle d'eux. Et éventuellement, il peut y avoir perte de conscience, il peut y avoir folie, ainsi de suite. Il peut y avoir débauche, il peut y avoir toutes sortes de choses. Pour que l'homme en arrive à contrôler ses forces, il faut qu'il soit mis en contact de fusion avec l'énergie universelle qui sous-tend ces forces. La grande intelligence qui sous-tend toutes ces forces. Et une fois que l'homme est uni à cette intelligence, qu'il ne peut plus faire l'erreur de rechercher le pouvoir, à ce moment-là, il est capable de manipuler ses énergies et de s'en instruire de ces énergies. Et il ne peut plus être affecté et détruit et manipulé et neutralisé par ces énergies. Et dans le prochain cycle qui vient, ce sera cette situation que vivra l'homme, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent psychiques, qui deviennent extrasensoriels. Je donne toujours l'exemple du petit bonhomme en Angleterre qui se retrouve toujours au plafond lorsque sa mère revient du magasin. Alors, il est manipulé par ses forces.
Et l'homme, un jour, je lui souhaite, ce petit garçon, d'en arriver à contrôler ses forces et de lui monter quand il veut. C'est pas pareil. Alors donc, les intelligences plus évoluées agissent sur les intelligences inférieures. Oui. Les intelligences plus évoluées agissent sur les intelligences inférieures. L'homme de la sixième race est capable d'agir, de la cinquième race est capable d'agir sur ce qui est de la quatrième race ou de la troisième race. Oui, parce que la vibration, le taux vibratoire de son intelligence est plus grande. Regardez ce qui s'est passé en Amérique lorsque Cortés est arrivé à rencontrer les Indiens. Un petit groupe d'Espagnols avec une psychologie différente, avec des armes différentes, ont neutralisé et ont détruit une civilisation. Parce que le pouvoir vibratoire, la vibration dans le mental de l'Espagnol était plus grande, plus haute que la vibration dans le mental de l'Indien. Alors donc, l'homme de la sixième race qui s'en vient sera un homme plus mental que celui d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y aura une vibration plus haute dans son mental, de sorte qu'il verra plus loin, il comprendra. Il ne pourra pas être menti par l'homme de la cinquième race. Parce qu'il y aura une sorte de vibration en lui qui lui fera voir l'intention de l'autre. Et avec le temps, l'homme de la sixième race pourra voir dans le mental de l'autre. Il pourra voir. Il aura une autre vue. Il pourra voir dans l'invisible. Alors, vous me permettez de faire une parenthèse ici qui correspond à la démarche que nous vivons à travers la relation avec le phénomène extraterrestre. Des êtres extraterrestres qui sont plus mentaux que l'homme sont capables, comme Cortés, non pas d'utiliser des armes techniques, matérielles, mais des armes mentales. Et de cette façon-là, Je suis content que vous fassiez ce point parce que c'est justement ce qui se produit. Ils réussissent à agir. Oui. Les extraterrestres sont capables de se servir d'armes très subtiles sur l'homme et un de ces armes ou une de ces armes qu'ils utilisent, c'est la projection astrale. Très juste. Et ils sont capables de rencontrer un homme et de le sortir de son corps astral et de l'amener dans un environnement qui est contrôlé par eux, par leur mental, et l'homme a l'impression qu'il est allé dans le monde des extraterrestres. Et ce n'est pas qu'il est allé, c'est que son corps astral a été manipulé et qu'il a été montré ce qu'eux veulent qu'il voie. Il y a toute une mécanique derrière tout ça. Ça fait partie des lois de l'évolution. C'est pourquoi je dis que nous sommes à un stage aujourd'hui où l'homme doit reconsidérer totalement la nature de son intelligence, que l'homme doit comprendre une fois pour toutes qu'il doit devenir centrique dans son intelligence et ne pas être influencé. Si l'homme est influençable par les hommes, par les institutions humaines, imaginez-vous combien l'homme est vulnérable à ce qu'il ne connaît pas encore. L'homme ne peut pas être influencé. Naturellement, quand je parle de ceci, je parle de demain. Je montre le danger de l'influence. Comme je disais, dans le passé, des hommes sont venus sur la terre pour enseigner l'homme, et ainsi de suite. Parce que l'homme n'était pas suffisamment évolué pour pouvoir évoluer par lui-même. Il avait besoin de religion, il avait besoin de philosophie. Mais demain, l'homme devra être totalement autonome. Un homme conscient doit être suffisamment autonome pour ne jamais avoir besoin d'être enseigné quoi que ce soit par un autre homme. Il devrait être dans son intelligence universelle. Et s'il rencontre un autre homme qui est dans son intelligence universelle, ils travailleront ensemble. Ça, c'est la sixième race. En dominant les intelligences inférieures qu'on retrouve dans la nature. La domination des intelligences inférieures fera partie du fait qu'il y aura connexion entre lui et l'intelligence pure. L'intelligence pure, lorsqu'elle fusionne avec l'homme, devient le pouvoir de l'homme. Mais elle devient le pouvoir de l'homme lorsque l'ego de l'homme a été ajusté, lorsque l'intelligence ne peut plus être réfléchie dans l'ego de l'homme. Si l'intelligence, ou le pouvoir de cette vie énorme, peut être réfléchi dans l'ego, l'homme ne peut pas se servir d'elle. Alors, les forces lucifériennes qu'on a réduites aux entrailles intérieures de la Terre, est-ce que ce ne sont pas tout simplement des intelligences inférieures qu'on retrouve dans les feux intérieurs de la planète Terre? C'est-à-dire que les forces lucifériennes sont des forces cosmiques, ce sont des intelligences de haut niveau, mais dont
dont la polarité est totalement opposée à la polarité des intelligences de la lumière. Autrement dit, la vibration dans l'intelligence de ces forces a tendance à aller vers la matière, tandis que la vibration dans le mental ou les intelligences de la lumière retourne à la lumière. Alors ces forces, les forces lucifériennes, on a créé énormément de mythologie en relation avec le luciférique. Nous ne comprenons pas réellement, les hommes, ce que veut dire le luciférique. Ce ne sont pas tellement les forces lucifériennes qui sont dangereuses, ce sont les forces sataniques. Les forces lucifériennes sont les forces qui sont cosmiques, ce sont des forces qui sont la balance. Il y a des forces positives et négatives dans le cosmos, c'est normal. Mais ce sont les forces sataniques qui sont dangereuses parce que les forces sataniques sont personnifiées, tandis que les forces lucifériennes ne sont pas personnifiées. Et les forces sataniques sont personnifiées à un tel point qu'elles sont capables de créer un parallèle psychologique avec l'homme. Tandis que les forces lucifériennes, n'étant pas personnifiées, étant des forces prépersonnelles, ne sont pas capables d'établir de parallèle psychologique avec l'homme. Donc, l'homme ne peut pas être troublé dans son esprit par les forces lucifériennes, mais il peut être troublé dans son esprit par les forces sataniques. La même chose existe au niveau des forces de la lumière. Les forces de la lumière ne sont pas personnifiées. De sorte que les forces de la lumière, n'étant pas personnifiées, ne peuvent pas troubler psychologiquement l'homme. Imaginez-vous si la force de la lumière pouvait être personnifiée, se personnifier dans l'homme, l'homme serait troublé, son cerveau ne pourrait pas prendre toute cette énergie. Alors, elles ne sont pas personnifiées. Elles sont simplement manipulées en lui, véhiculées en lui, traversent en lui en termes d'énergie. Mais il y a des forces de la lumière qui sont personnifiées. Ça, nous appelons ça les forces spirituelles, ainsi de suite, qui sont personnifiées. Alors, l'homme, d'où vient le bien? Comme de l'autre côté, d'où vient le mal? L'homme qui est en fusion avec l'intelligence universelle, à ce moment-là, connaît les lois du bien et du mal parce qu'il connaît les lois de la personnification du mot. Connaissant les lois de la personnification du mot, il est capable de comprendre dans le mot la vibration de la forme pour interpréter parfaitement l'énergie de la forme. Et à ce moment-là, il ne peut pas être troublé dans sa psychologie et il ne peut pas être amené à interpréter le bien ou le mal en fonction de son ego. Il ne le connaît qu'en fonction des lois de l'évolution. De sorte que lui, il est libre, il ne souffre pas du bien et du mal, mais s'il a besoin de l'énergie négative pour faire telle chose, comme s'il a besoin de l'énergie pour faire telle chose, il peut faire un mélange pour faire une nouvelle construction. Ça, c'est la créativité de l'homme de demain. On a vu dans cette première partie la vie sur la planète Terre, mais le thème de la soirée, c'est bien la vie sur les planètes. Alors, dans la deuxième partie, on va aborder qu'est-ce qu'il y a comme vie sur Vénus, sur Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne.